Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant 1 heure le nouveau numéro de Y a pas d'âge, l'émission qui est là pour égayer vos dimanches en vous offrant des conseils et des infos autour de sujets qui vous concernent tous. Alors aujourd'hui, Catherine, au sommaire. Il n'y a pas d'âge pour avoir peur de la violence des mineurs. Chaque semaine, des personnes perdent la vie en France en raison de la montée de la violence chez les mineurs. Poignardés, battus à mort par plusieurs individus, voici les 2 modes opératoires généralement utilisés. On va faire la lumière sur ce phénomène avec Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Il n'y a pas d'âge pour se méfier du spoofing. Alors, vous connaissez le spoofing ? Eh bien, c'est une arnaque par usurpation d'identité. On vous en dit plus dans quelques minutes. Il n'y a pas d'âge pour faire un tour à la foire de Paris. Et oui, c'est en ce moment et jusqu'au 12 mai. Vous pourrez découvrir la culotte bouillotte. Ce n'est pas un gag et ça va soulager beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui souffrent de règles douloureuses. Il n'y a pas d'âge pour faire n'importe quoi avec la santé de ses enfants. Alors attention, danger, nous vous alertons aujourd'hui sur les Sephora Kids et les Mum Serums. Un véritable fléau sociétal autour des produits de beauté et des enfants. Ça arrive des États-Unis et via TikTok. Et nous recevrons Jonathan Lambert, humoriste, acteur, comédien, actuellement sur la scène du théâtre Édouard VII dans la comédie L'amour chez les autres. Je vous assure, 1h45 de rire, de portes qui claquent, un rythme effréné. On vous en parle dans quelques minutes. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors, de plus en plus d'adolescents perdent la vie en France en raison de la montée de la violence chez les mineurs. Alors, poignardés ou battus à mort par plusieurs individus, voici les 2 modes opératoires dont se sert une jeunesse qui souhaite régler un contentieux. Je pense notamment à Mathis, 15 ans, poignardé le 27 avril à Châteauroux. Philippe Kopman, 22 ans, lynché à mort par 3 mineurs le 16 avril à Grande-Synthe. Et le vendredi 26 avril, l'agression d'un homme de 46 ans par 5 mineurs âgés de 14 à 17 ans. Ils l'ont roué de coups, de pieds, de coups de poing et ils lui ont donné un coup de couteau car il avait osé leur demander d'arrêter de faire du bruit en se servant de mortiers d'artifice. Alors, sommes-nous revenus à l'âge de pierre ? Sommes-nous face à des jeunes qui n'ont plus le sens des réalités ou tout simplement un cerveau ? Où va la France ? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui avec Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Bonjour. Alors Alain, vous venez de publier avec Marie Drucker le livre Au bout de l'enquête chez First Edition. J'aimerais que vous nous disiez, Alain Bauer, est-ce que nous sommes aux prémices d'une montée de la violence chez les mineurs ou avons-nous dépassé ce stade et la situation est-elle alarmante ? Alors, ni l'un ni l'autre et les deux en même temps. Le problème est toujours de savoir quel est le point de départ de notre analyse. Vous parliez tout à l'heure de l'âge de pierre. Par rapport à l'âge de pierre, notre situation s'est fortement améliorée et le nombre d'homicides ou de tentatives d'homicide par habitant, quel que soit le nombre d'habitants, a structurellement baissé. Je pourrais vous dire sans aucun problème que jamais la situation n'a été aussi sûre. Et vous vous demanderiez pourquoi vous m'avez invité. Le problème, c'est qu'on a des cycles de violence et des cycles de domestication de la violence. Et ceci est valable à la fois pour les jeunes adultes, qu'on appelle aujourd'hui mineurs, mais qui ne l'étaient pas il y a encore 2 ou 3 siècles. L'âge de majorité civile, sociale, morale et parfois politique se situait à peu près à l'âge de la communion. Et puis, nous l'avons augmenté jusqu'à 21 ans, 35 ans parfois, 18, 15, 13, ça dépend quelle est la majorité dont on parle. Mais ce qui s'est produit, c'est que depuis le plus bas du niveau des homicides, le seul indicateur fiable qui nous permet de savoir quel est l'état de violence dans une société, homicides et tentatives, on était au plus bas en 2012-2013 avec moins de 700. On est repassé le cap des 1000. Donc 50% d'augmentation en 10 ans, ça n'est pas rien. C'est donc un cycle d'augmentation de la violence dans une tendance générale longue de baisse. Et puis deuxièmement, vous avez raison, il y a un retour à l'homicide et à tentative d'homicide chez les plus jeunes, à la fois en nombre, en intensité, en rajeunissement, en gravité, avec une accélération due à un élément qui n'existait pas au temps de l'âge de pierre, les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Mais alors, quelle explication, quelle analyse, Alain Bauer, mettez-vous derrière la montée de cette violence ? D'abord parce qu'on ne fait plus confiance aux institutions, à tout ce qui faisait médiation, discussion,
qu'elles soient scolaires, sociales, familiales et évidemment pénales, d'abord par manque de présence, ensuite par manque de volonté. En France, il faut savoir que l'État a construit la nation, c'est le seul État-nation partout ailleurs. Des nations ont construit des États, il y a un système de décentralisation très puissant, une capacité à trouver des relais de proximité. En France, l'État fait tout et il a décidé qu'il avait le monopole de tout, qu'il était le seul à tout faire. Et donc, la problématique, évidemment, c'est que quand il se retire, pour des raisons essentiellement comptables, car nous le déconstruisons avec détermination depuis une cinquantaine d'années, eh bien la nature a horreur du vide. Et donc un ordre parallèle qui n'est pas le désordre, hein, c'est l'ordre contre un autre ordre, prend le dessus, et cet ordre est soit un ordre criminel, et vous pouvez voir que l'étalement du niveau de violence est à peu près équivalent à celui du niveau de trafic de stupéfiants dans des villes moyennes et petites, et puis parce qu'on règle ses comptes tout de suite, puisqu'on ne fait confiance à personne, car c'est trop lent, trop long et incompréhensible. Donc le cumul de ces phénomènes accélérés et intensifiés par les réseaux sociaux et l'enfermement et l'addiction aux réseaux sociaux crée les conditions d'une augmentation massive de cette violence. Plusieurs causes, un seul résultat. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui explique que ces jeunes n'ont plus de garde-barrière et de respect pour les institutions ? Parce qu'elles ont décidé qu'ils n'étaient pas des citoyens, mais des consommateurs de services, et que tout se négociait, tout se discutait, qu'il n'y avait pas de règles absolues et qu'on ne pouvait pas imposer des droits et des devoirs, mais simplement des droits. Donc on a des droits à tout et ensuite un statut victimaire où personne n'est jamais responsable de rien, mais toujours victime de quelqu'un ou de quelque chose. Et ce processus qui s'est accéléré massivement dans les années 70 et qui se poursuit aujourd'hui a amené mécaniquement à un effondrement de ce qui était la colonne vertébrale de ce qu'était l'État. Non pas que l'État était toujours juste ou toujours bienveillant, mais l'équilibre a disparu au bénéfice d'un retour de balancier. Il se trouve que la France, entre trop et rien, ne sait pas bien faire au milieu. Elle fait plus du prêt-à-porter que du sur-mesure, et entre le triple XL et le XS, eh bien, il n'y a pas d'option intermédiaire. Ceci explique pour l'instant cela et se traduit en général par un retour de balancier tout aussi brutal dans l'autre sens, qui sera également contesté par tous ceux qui trouveront que c'est excessif. Ah oui. Est-ce que la lenteur de l'instruction aussi au niveau de notre système judiciaire peut être aussi un problème ? Oui, alors c'est un des problèmes, c'est que la justice n'est pas laxiste, contrairement à ce que tout le monde raconte, hein, elle est extrêmement répressive. On n'a jamais condamné des gens aussi jeunes pour des peines aussi longues et dans des conditions aussi dures, avec des prisons qui débordent de partout, mais elle est lente. Oui. Et surtout avec les jeunes, au moment où on pourrait les sortir de cette échelle de la violence, de ce glissement vieillesse-technicité absurde qui amène à faire des alternatives aux alternatives, permettant d'éviter la sanction, la punition ou même l'isolement rapide dans un processus de carrière criminelle, on a choisi l'inverse. Au lieu d'avoir des peines courtes et rapides, des sanctions courtes et rapides, tout ne veut pas dire qu'il faut aller en prison, hein, bien évidemment, on a des dispositifs qui allongent la distance entre le fait et la réponse au fait, ce qui permet d'en faire d'autres, parce qu'on considère qu'il y a une sorte d'impunité par l'absurde, alors même qu'on voit dans des pays anglo-saxons ou nordiques à quel point le fait d'avoir accéléré de courtes peines et de courtes sanctions exercées de manière extrêmement rapide pour casser le processus d'entrée dans la violence, la criminalité ou la délinquance donnait plutôt de bons résultats. Mais nous sommes toujours dans une logique très doctrinale où nous ne pouvons avoir qu'une seule réponse à un seul problème et qui ne fait pas le tri entre les diverses modalités du passage à l'acte. Oui. Donc tout ça, finalement, est-ce que ce n'est pas le résultat logique d'un État affaibli, d'un législateur déconnecté et de politiciens complètement à l'ouest ? Alors, sans doute, mais quand je suis souvent auditionné par les parlementaires ou les responsables ministériels, et je trouve qu'ils sont plutôt lucides, mais qu'ils ont un grand problème de relation avec la société dont ils pensent qu'elle est beaucoup plus laxiste ou beaucoup plus, entre guillemets, libérale ou souple qu'ils ne le seraient eux-mêmes. Et ils n'osent pas aller expliquer ce que la plupart des acteurs, des parents, des éducateurs ou des policiers, des gendarmes, des magistrats, des avocats aussi, car je rappelle qu'ils ne défendent pas que des présumés coupables, mais ils défendent aussi des parties civiles, donc des victimes, savent. Et donc tout le monde est prêt à un dialogue constructif sur l'art et la manière de traiter notamment la violence juvénile et retrouver des modalités de prévention, de dissuasion et
de sanctions, mais ils s'en empêchent par peur de passer pour trop répressif pour les uns ou trop laxiste pour les autres. Du même coup, personne ne fait rien et se regarde en chien de faïence. C'est une des curiosités du système français qui veut qu'on n'arrive pas à faire, par exemple, de conférences de politique pénale sur la jeunesse, alors que sur le terrain, des centaines d'initiatives qui ne sont pas des alternatives, mais des réponses existent. Parce que quand même, le mode opératoire, c'est quand même ce qui nous inquiète, ce qui nous alerte, toujours ce retour du couteau, du surinage. Enfin, ça fait peur, on se demande, on a l'impression qu'il n'y a plus de barrières. Oui, mais il n'y en avait pas avant. Ce qui est inquiétant, c'est pas le fait qu'on retrouve une situation qu'on a connue du temps des Apaches, par exemple. Hein. À la belle si époque. vous voulez voir un docu-fiction, allez voir Casque d'Or en streaming légal. Mais vous verrez à peu près ce qu'il y a, ou Borsalino, pour ce qui est de l'implantation du premier et plus important kyste criminel français dont est victime la ville et les populations marseillaise, donc on n'a pas beaucoup de surprises. La fiction, d'ailleurs, montre très bien ce qu'est la réalité de l'époque, mais nous avions réussi à inverser ce processus, et puis à un moment, visiblement fatigué ou un peu agacé de notre propre rigueur ou de notre propre sévérité, nous avons commencé à lâcher prise, considérant qu'il n'y avait plus besoin de continuer. Et nous l'avons fait pour l'ensemble de nos services publics, l'hôpital, l'éducation, l'armée, la police, la justice, et nous nous retrouvons face à un État qui, ayant abandonné ses prérogatives et ayant sous-traité le reste, se trouve extrêmement démuni face à ces difficultés qu'il a en partie laissé exister en se retirant de l'espace de la gestion naturelle de la sécurité, de la tranquillité publique et parfois même de la salubrité, parce que la question sanitaire n'est pas tout à fait secondaire non plus, comme on l'a vu durant la pandémie. Écoutez, merci beaucoup Alain Bauer. C'est très intéressant. Vraiment, merci pour ces éclaircissements. On reviendra avec vous pour pouvoir étendre ce sujet qui mérite d'autres questions et d'autres réponses. Merci d'avoir été avec nous. Et bien écoutez, et je rappelle votre livre, Au bout de l'enquête, saison 2, c'est chez First Edition avec Marie Drucker, et c'est un livre passionnant et bourré d'anecdotes. Merci Alain, et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. David, dans un instant, il n'y a pas d'âge pour se méfier du spoofing. Vous connaissez ? Non, c'est quoi le spoofing ? Une arnaque par usurpation d'identité, on vous en dit plus dans quelques minutes. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge. Nous sommes ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h. Et maintenant, nous allons vous faire découvrir un mot que je ne connaissais pas, le spoofing. Que se cache-t-il derrière le spoofing, Catherine ? Le spoofing, David, c'est une arnaque, mon cher David. Une arnaque par usurpation d'identité. On se retrouve face à des escrocs qui nous volent en se faisant passer pour un conseiller la plupart du temps. Et ça peut aller évidemment très loin. On parle souvent de spoofing dans le milieu bancaire, mais vous allez voir que ça va bien au-delà de cela. Faux SMS, faux mails, faux appels téléphoniques. Ça devient quand même assez compliqué de s'y retrouver. C'est énervant. Bonjour Caroline Lavardet. Bonjour. Vous êtes avocate à Paris, spécialisée en droit bancaire et en droit numérique. Alors, je crois que sur votre bureau, la pile de dossiers concernant le spoofing a bien augmenté. Alors, en 2 mots, on va rappeler aux auditeurs ce qu'est le spoofing. Eh bien, le spoofing, c'est terrible. En anglais, ça signifie en effet usurpation d'identité. Et c'est une arnaque qui a été développée par des escrocs qui vous contactent, qui se font passer pour votre conseiller bancaire, voire même pour un agent du service anti-fraude de votre banque, dans le but évidemment de détourner votre argent. Donc l'escroc va vous mettre en confiance et il va récupérer vos éléments d'identification bancaire et il va siphonner vos comptes. Alors, moi, je voudrais savoir, quel est l'éventail des arnaques et puis surtout, comment ça fonctionne ? Comment les arnaques s'y prennent ? Alors, les techniques utilisées pour vous arnaquer, elles peuvent être différentes, mais le résultat est le même, c'est évidemment vous voler de l'argent. Donc, la technique qu'on retrouve le plus souvent, c'est cet appel du faux conseiller bancaire qui va vous faire croire à une fraude sur votre compte bancaire et il va profiter de cette information très stressante pour vous faire agir très vite. Donc, il va vous demander vos codes d'accès pour soi-disant stopper les agissements frauduleux et il va vous faire valider des opérations, souvent sur votre application smartphone. Donc, non seulement il va rien stopper du tout, puisque tout est faux, mais il va surtout pouvoir se connecter à votre compte et réaliser des paiements ou des virements
à son profit. Alors, il y a une chose qui est importante à dire, Catherine, c'est que ça touche toutes les tranches d'âge. Moi, j'ai des gens autour de moi qui, à 24, 25 ans, se sont fait avoir, les plus jeunes pleinement. comme les plus... Mais absolument, absolument. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand même, c'est un sujet dont on parle depuis quand même pas mal de temps. Et il y a un nombre d'informations qui circulent sur le sujet en tout genre. Comment se fait-il que les gens, aujourd'hui, soient aussi peu vigilants ? C'est quoi? On touche la corde sensible parce qu'on voit un numéro de téléphone qu'on connaît? Parce qu'on a dit agent bancaire ou j'ai du mal à comprendre. Non, mais vous avez raison. En fait, le problème, c'est que les techniques que les escrocs utilisent, elles sont de plus en plus performantes. Il y en a certains qui arrivent même à faire apparaître le numéro de téléphone de votre banque quand ils vous appellent. Donc, ils se font passer pour votre conseiller. Vous ne vous méfiez pas. Vous vous dites, ah bah oui, c'est ma banque. Pour vous mettre en confiance, ils vont aussi se présenter en vous donnant des informations confidentielles sur vous, votre nom, votre adresse, qu'ils auront obtenues sur Internet. C'est de plus en plus facile. Donc, entre l'utilisation du vrai numéro fixe, les informations que l'escroc vous donne, le stress généré par les soi-disant mouvements bancaires frauduleux, eh bien, vous allez vous laisser convaincre par l'escroc qui prétend pouvoir faire annuler les opérations. Alors, justement, quelles sont les règles fondamentales aujourd'hui, Caroline, pour finalement ne pas divulguer d'informations et pour faire attention à tout ça? Parce que les hackers sont partout. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur Internet? Il faut faire attention à quoi? Alors, déjà, sur le côté banque, il faut vraiment avoir en tête que jamais votre banque ne vous appellera pour vous demander des informations confidentielles ou des codes de connexion. Elle les a déjà, elle sait tout de vous, il n'y a aucun problème. Donc, de manière générale, vous ne donnez jamais un mot de passe ou un code de sécurité à quelqu'un, encore moins à quelqu'un au téléphone que vous ne connaissez pas. Côté banque, vous ne validez jamais une opération bancaire sur le téléphone ou sur Internet si ce n'est pas vous qui en êtes à l'origine, si vous n'avez pas fait d'achat, etc. Et quand un escroc vous appelle, que vous avez quand même une suspicion de fraude, vous lui répondez que vous irez à votre agence, que vous ne faites rien par téléphone de manière générale. Et puis, idéalement, vous appelez votre banque pour l'informer de cette suspicion de fraude. Vérifiez quand même que votre compte va bien. Mais rien par téléphone, c'est la règle. Alors, ou par mail ou par SMS. Alors, ok, ça on a bien compris, mais le banquier, justement, même si on l'appelle après pour lui dire ce qui s'est passé, comment il agit? Est-ce qu'il va nous rembourser si on s'est fait piquer de l'argent? Alors, il faut savoir que la banque, elle a une obligation de vous rembourser les sommes qui vous seraient volées, sauf si vous avez commis une fraude ou une négligence. Donc typiquement, quand vous confirmez les opérations bancaires qu'un faux conseiller lance, la banque, systématiquement, elle va vous accuser de négligence grave, voilà, et elle ne voudra pas vous rembourser. Donc vous n'aurez plus qu'à porter plainte au commissariat, en vrai, sans grand espoir quand même que les escrocs soient identifiés. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, c'est que cette technique du spoofing est tellement répandue qu'on a pu obtenir récemment plusieurs décisions de justice en faveur des clients, où les juges ont considéré qu'ils avaient été tellement mis en confiance par ce procédé qu'au final, il n'y avait pas de négligence et ça a permis de forcer la banque à les rembourser. Donc, pour récupérer votre argent, finalement, il faudra quand même engager une action judiciaire contre la banque si elle refuse de rembourser. Ça prend combien de temps tout ça? Ah bah, une procédure, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Mais c'est énorme. Il faut savoir... C'est absolument énorme. Ça nécessite d'engager des frais de justice, de payer un avocat. Moi, je dis toujours à mes clients, vérifiez si vous disposez d'une protection juridique qui peut prendre en charge certains frais. Mais les banques, malheureusement, je le vois beaucoup dans mes dossiers, elles jouent de cette situation. Parfois, quand on a 2 000 ou 3 000 euros volés, des clients vont se dire, bah, je ne vais pas me lancer dans une procédure qui peut me coûter aussi cher que ce qu'on m'a pris. Mais quand on est sur des sommes vraiment très importantes, je pense qu'il faut quand même vraiment ne pas hésiter à engager la responsabilité de la banque. Et les banques peuvent même parfois transiger avant qu'on aille jusqu'à l'audience de plaidoirie. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous donner 3 ou 4 exemples de situations catastrophiques auxquelles sont confrontés vos clients ? Alors, moi, ce que je vois beaucoup au bureau, c'est que lorsque les escrocs arrivent à obtenir les accès à l'espace bancaire, parce que finalement, c'est ce qu'ils cherchent à votre espace bancaire, non seulement ils vont siphonner le compte bancaire de dépôt concerné, mais beaucoup vont aussi s'amuser à aller siphonner toute l'épargne disponible. Ils vont réussir à faire des virements entre les comptes et ensuite ils se virent tout à eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier point.
Et la vraie situation, vraiment la plus catastrophique, mais je le vois dans plusieurs affaires, c'est la situation dans laquelle la banque refuse de rembourser le client qui s'est fait voler de l'argent. Elle lui demande de renflouer le compte bancaire. Et lorsque le client n'en a pas les moyens, la banque lui ferme son compte, elle l'inscrit au FICP, c'est-à-dire elle le fiche à la Banque de France. Ah oui. Et là, il peut plus faire de chèque, il peut plus avoir de crédit, c'est difficile d'ouvrir un autre compte bancaire. Donc là, c'est une vraie situation catastrophique. Il a rien demandé, il s'est fait escroquer, la banque le soutient pas et il est fiché. Et il y a un recours, là, il y a un recours possible. Bien sûr. On demande à ce moment-là au juge de le faire désinscrire du FICP, de condamner la banque à renflouer les sommes qui ont été volées. Mais là aussi, il faut engager une action. Mais est-ce que le plaignant peut avoir un dédommagement de la part de la banque en plus ou pas? Oui, on demande aussi la réparation. Souvent, on demande la réparation d'un préjudice, souvent un préjudice au-delà du préjudice matériel, mais qu'elle rembourse, mais un préjudice moral, parce que toute cette situation stressante, le fait de ne pas pouvoir payer ses loyers par virement, etc., sont les dossiers que j'ai au cabinet, et on a des condamnations de banques à rembourser. Parce que de plus en plus, voilà, cette technique se répand et qu'on ne peut vraiment pas accuser les clients d'une négligence grave quand on est face à des clients qui sont pourtant très, très, très au fait de ces escroqueries. C'est tellement bien fait que malheureusement, beaucoup de personnes se font avoir. C'est dingue. Merci beaucoup, Caroline Laverdet. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée en droit bancaire et en droit numérique. Je crois qu'il faut vraiment répéter cette information parce que franchement, sensibiliser au maximum les gens, parce que les conséquences sont quand même folles et ça peut durer un temps énorme. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et oui, et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour faire n'importe quoi avec la santé de ses enfants. Alors, restez avec nous parce que, attention, danger. Nous vous alertons aujourd'hui sur les Sephora Kids et les Mum Serum. Un véritable fléau autour des enfants et de la santé. Ce fléau arrive en France via TikTok. Restez avec nous. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour faire un petit tour à la Foire de Paris? Êtes-vous allé à la Foire de Paris, les amis? C'est jusqu'au 12 mai. Que moi j'ai découvert une petite culotte bouillotte. Ah bah mine de... Et non mais c'est pas drôle parce que ça va soulager beaucoup de femmes qui souffrent. Mais de règles douloureuses. Bah je suis désolée mais oui. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et avant de découvrir les Sephora Kids et les Mum Serum, le véritable fléau sociétal qui arrive des États-Unis via TikTok, eh bien, Catherine, vous allez nous emmener faire un tour dans un endroit extraordinaire, la Foire de Paris. Et vous avez découvert quelque chose. Mais non, mais c'est génial, la Foire de Paris. Puis vous savez que la Foire de Paris fait quand même ses 120 ans. Alors, ça, je savais pas. 1904, incroyable, absolument. Et donc là, évidemment, je me suis baladée hier encore dans le village de la création française. Et qu'ai-je découvert dans le village? Évidemment, il y a énormément de stands avec des entreprises françaises innovantes. Et parmi ces entreprises, j'ai découvert Infinity, une société créée par deux sœurs ingénieurs, toutes les deux, Linda et Sabrina, qui souffraient, quand elles étaient plus jeunes, de douleurs de règles chroniques. Et qui cherchaient à trouver des solutions, qui ont testé pas mal de choses. Bonjour Sabrina. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Bonjour, alors Sabrina Ferfouri, vous êtes la fondatrice de la culotte bouillotte. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement la créatrice de la marque Infinity. On a créé la culotte bouillotte avec ma sœur il y a 3 ans. Parce que nous avions des douleurs de règles énormes qui étaient seulement soulagées par la chaleur. Et un soir, j'étais assise sur mon canapé devant la télé avec ma grosse bouillotte sur le ventre et j'avais oublié mon verre d'eau dans la cuisine et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir aller chercher le verre d'eau tout en étant soulagée parce que si je me lève, j'ai plus la bouillotte et si j'ai la bouillotte, j'ai pas le verre d'eau. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de mixer à la fois la culotte et la bouillotte en un produit, la culotte bouillotte, pour pouvoir être soulagée grâce à la chaleur tout en pouvant continuer ses activités, continuer à marcher et aller chercher mon fameux verre d'eau dans la cuisine. Alors, je rappelle que vous avez été primée au concours Lépine 2023. Moi, je vois ça. Elle fonctionne comment, cette culotte bouillotte culotte?
Alors effectivement, on a déposé un brevet en 2022, on a été sélectionné pour participer au concours Lépine en 2023 et on a eu la chance d'être médaillé de bronze. La culotte bouillotte fonctionne très simplement, donc il y a une bouillotte à eau qui est intégrée dans la culotte et donc vous rechargez tout simplement la culotte la bouillotte avec de l'eau chaude du robinet. Donc l'eau chaude du robinet, ça suffit, comme ça on n'est pas dépendant d'un micro-ondes. Donc on peut recharger la culotte au restaurant, au travail, au collège ou même au lycée. Ensuite, vous l'insérez dans la pochette qui est à l'intérieur de la culotte et après, vous portez votre culotte comme d'habitude. Ouais, parce qu'on n'a pas besoin que la température soit forcément très 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 élevée. C'est ça, donc ça fonctionne à partir de 50 degrés. Voilà. Bon. Ah oui. Alors, c'est en quelle matière? C'est quelle fibre? La culotte bouillotte est en coton, polyamide et élastane. Et il y a différents modèles? On va avoir 2 modèles, un modèle absorbant, donc qui fait également culotte menstruelle, super pratique, donc c'est tout en un, et un modèle classique qui n'est pas absorbant, pour les femmes qui aiment porter leur propre protection, tampons ou serviettes hygiéniques. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce qu'elle peut être portée par toutes les femmes, cette culotte bouillotte? Elle peut être portée par toutes les femmes. J'ai même des filles qui ont acheté des culottes pour leur mère parce qu'elles avaient mal au ventre et elles se sont rendues compte que la chaleur apaise aussi les maux de ventre. Ah, génial. Alors, elle coûte combien la culotte bouillotte? Vous pouvez retrouver une culotte bouillotte Infinity à partir de 44 € sur notre site web infinity-france.com. D'accord, génial. Écoutez, c'est super. Non. Ça vous a amené un petit coup d'accélérateur des ventes, le concours Lépine, la présence à la Foire de Paris. Ça vous aide un petit peu? Absolument, ça a augmenté notre visibilité. Même au niveau de la presse. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est surtout voir les retours des personnes qui sont venues sur notre stand. Donc pour vous remercier. Oui, mais surtout aussi, on a eu des pères de famille, ce qui m'a surpris. Ah oui, qui nous remerciaient d'avoir apporté une solution pour leur fille. Donc, je remercie beaucoup les hommes qui s'intéressent aussi aux problématiques féminines. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes les mamans et les grands-mères qui nous écoutent. Hein, si vous... Mais pour tout le monde. Un cadeau sympa pour les ados qui souffrent, il y en a pas mal. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, Sabrina, à bientôt. Merci pour cette très belle invention. Et je rappelle que le site, c'est www.infinity-france.com. www.infinity avec un y-france.com. À bientôt. Merci. À bientôt, Sabrina. Je passerai vous voir lundi. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Et maintenant, David, il est temps de retrouver notre... Ah mais la sublime, la divine, l'aérienne, Ariane Goldet. L'aérienne, je suis pas sûre, mais bon. Qui vient nous alerter sur un véritable fléau sociétal autour des produits de beauté et des enfants. Mais oui, alors vraiment, je le redis, attention, danger. Écoutez bien ce qui suit, parce que depuis quelques mois, on voit apparaître un mouvement de beauté un peu inquiétant en provenance des États-Unis. Il arrive en France via le réseau social TikTok. Ce sont les Sephora Kids et les Mom Serum. Alors, on va traduire ça par les enfants de Sephora et les mamans sérum. Et pour nous informer sur ce danger, nous avons aujourd'hui Ariane Goldet qui est là, qui est partie enquêter et qui va tout vous dire, parce que vraiment, écoutez. Alors, après avoir été obsédées par la minceur de leur jeune préado, vous avez des mamans qui sont obsédées par les soins de la peau de leur progéniture. Donc, en fait, elles vont projeter sur leur fille le fantasme d'une peau parfaite, sans rides, sans âge, sans pores, sans taches. Et alors, bon, il y a les mères obsédées, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui font le boulot aussi. Et désormais, on voit chez Sephora des préados entre 7 et 13 ans qui achètent pour des fortunes des tas de produits pour adultes et qui se concoctent donc des routines qui vont quelquefois jusqu'à 13 produits. Vous imaginez? Donc, ces enfants payent une fortune. Bon, ça c'est une chose, si c'est pour de l'huile d'amande douce, d'accord. Mais si ces produits sont formulés vraiment pour des personnes adultes, c'est plus inquiétant parce que je pense pas que mettre des acides de fruits, des exfoliants, du rétinol sur des peaux qui sont encore immatures, c'est pas la bonne chose. Donc en fait, ces enfants, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont victimes d'un marché qui est en pleine expansion, c'est le marché des cosmétiques pour bébés, des enfants et des préados. Et donc, sans compter aussi, il y a tous ces posts sur TikTok de dermatos qui en font finalement de ces enfants de véritables experts. Donc c'est une nouvelle génération d'acheteurs de produits de beauté qui sont très avertis, mais il faut les mettre en garde. Complètement hallucinant. D'autant plus qu'il faut le dire, on retrouve dans ces urines 10 à 20% des molécules des produits qu'on met sur notre peau ou des parfums.
Alors ça, ça dépend. Ça dépend, mais Voilà. Je n'irai pas jusque-là. Non, ce qu'il faut que vous sachiez... Ça rentre dans la peau, qu'on le veuille ou non. Hein. Oui, dans le sang, ça passe dans le sang. Certaines molécules, pas toutes. Mais ce qui est important, c'est que c'est dangereux pour la peau, parce que, si vous voulez, les enfants ont une peau qui est immature, qui n'est pas encore... La peau est adulte à peu près à 20 ans. Donc, si vous voulez, elle est plus fine, elle est plus perméable, ça vous avez raison, et elle est plus fragile. Donc ces substances actives peuvent causer des rougeurs, des boutons, rendre surtout la peau plus sensible, fragile, voire allergique à vie. Donc si vous voulez, il faut pour ces enfants des formules qui sont plus douces, qui sont hypoallergéniques, très peu parfumées, avec un minimum d'ingrédients, et donc vraiment conçues par elles. Mais d'un autre côté, je dois dire... Il faut aussi éduquer les enfants et ces futures femmes à nettoyer leur peau, avoir des règles d'hygiène, nettoyage, hydratation et surtout protection solaire. Donc, si vous voulez, avec des produits sécures. Donc, si vous voulez, on est un peu entre deux parce que c'est pas leur interdire complètement de faire ça, c'est les éduquer. Mais c'est-à-dire qu'il y a les ados, mais il y a les enfants. Et les jeunes filles commencent de plus en plus tôt ce genre de routine. Elles commencent à 6-7 ans. Et quand tu as tout ton système hormonal qui se met en place, je ne pense pas que ce soit bon de mettre n'importe quoi non, parce que vous pouvez avoir des produits qui ont des perturbateurs endocriniens. Bien sûr. Je précise une chose par rapport à ce qu'on disait sur les États-Unis. Vous devez savoir quand même qu'en France, il y a une liste de produits autorisés dans les cosmétiques qui est bien plus réduite qu'aux États-Unis. Donc faites attention aussi aux marques et je vous signale toujours que la pharmacie française est quand même une pharmacie formidable connue dans le monde entier pour sa sécurité. Alors justement, moi je voudrais savoir, les marques, elles font quoi? Parce que c'est un business énorme qui peut leur apporter beaucoup d'argent. Voilà. Est-ce qu'elles jouent le jeu? Alors il y a celles qui voient une opportunité et vous remarquerez certaines marques américaines qui jouent la confusion entre le maquillage ludique et les soins pour peau mature, parce qu'ils vous font des produits de soins avec des couleurs orange et tout ça, qui en fait tentent les ados. Mais il y a des marques qui essaient d'informer, de lutter. C'est le cas par exemple de Dove ou de Kiehl's de L'Oréal, qui font des campagnes en disant attention, mais c'est plutôt des campagnes pour les parents. J'espère que ça portera ses fruits. Je suis dubitatif. Moi aussi, dubitatif. Oui, parce que quand je vois le marché que ça peut faire... c'est surtout qu'on ne fait pas le poids face à TikTok. Je veux dire, la force de frappe de ces marques sur les réseaux sociaux. Par rapport à ces enfants-là, elles achètent pour des fortunes. Donc, où est-ce qu'elles trouvent l'argent? On leur donne l'argent. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aux parents de leur dire, tu vas avoir des boutons, tu vas avoir des boutons d'acné, ça peut un petit peu les calmer. Eh bien, écoutez, merci Ariane. Vraiment, merci Ariane de nous avoir alertés sur ce sujet. On espère vraiment que les mamans françaises seront un peu plus de jugeotes que les américaines. Et surtout, vous, grands-parents, vous avez un rôle à jouer dans cette information au sein de la famille. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent... Les grands-parents qui utilisaient la crème Nivea. Faites circuler cette information. Merci beaucoup Ariane. Allez, au revoir. Et dans quelques minutes, David, nous allons recevoir Jonathan Lambert, humoriste, acteur, comédien, animateur, réalisateur. C'est notre couteau suisse. Il est sur scène en ce moment dans une comédie burlesque, L'amour chez les autres, d'Alain Egbourn, mise en scène par Ladislas Chola. Une pièce, je vous assure, faut pas la rater. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio pour votre y a pas d'âge préféré. Alors aujourd'hui, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir Jonathan Lambert. Alors Jonathan, humoriste, acteur, comédien, animateur, réalisateur, il est un véritable couteau suisse et il est sur scène en ce moment dans une comédie burlesque au Théâtre Édouard VII. La comédie s'appelle L'amour chez les autres et elle est mise en scène par Ladislas Cholas. C'est ça, Catherine? J'ai pas dit une bêtise? Non, c'est ça, effectivement. Et si je n'avais pas vu la pièce, je n'aurais jamais pu vous parler de cette cascade de scènes burlesques au rythme effréné. 1h45 de quiproquos, de rires, d'engueulades, un vrai vaudeville. C'est une pièce qui nécessite une énergie de dingue pour tous les comédiens. Moi, je pense qu'ils perdent au moins 1 kilo à la fin de chaque représentation. Ils sont 6 sur scène, tous excellents. Bonjour Jonathan Lambert. Bonjour, mais c'est vrai que c'est peut-être une excellence à faire, c'est de se peser avant et après, comme pour les. Et je me demandais en fait.
Et je me demandais en fait, c'est le petit saut à la corde là qui revient régulièrement dans la pièce. Est-ce que ça vous maintient en forme ça? Parce que c'est vrai, il vous faut une énergie de fou. Alors, d'une part, ça me maintient en forme, mais j'ai presque mis autant de temps à apprendre la pièce qu'à sauter à la corde, parce que ça paraît très... Ouais, on se souvient quand on était petit dans la cour d'école éventuellement, mais on l'a pas fait depuis. Et non, c'est vrai que c'est... D'autant que la scène est très légèrement inclinée, donc ça complique les choses. Mais non, c'est une pièce qui tient beaucoup, comme vous l'avez dit, par son rythme, sa folie un peu aussi, parce que c'est un vaudeville qui reprend tous les codes classiques avec les mensonges, les quiproquos, voilà, les maris trompés, les amants. Mais cette mise en scène, et puis le propos de la pièce aussi, l'écriture l'emmène un petit peu ailleurs. Dans du burlesque, ça, on se l'est autorisé. Aussi un petit peu dans de l'absurde, parce que voilà, c'est un univers anglo-saxon, c'est Alan Ayckbourn l'auteur, et je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Donc je trouve que c'est un vaudeville, mais avec une vraie singularité. Et moi, c'est vrai que la plupart des gens, quand ils viennent le voir, ils disent ça réinvente un petit peu ce qu'il a. Oui. Et alors, Jonathan, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de la pièce? Parce que moi, je ne l'ai pas vue et je voudrais savoir de quoi elle parle, cette pièce. Encore une fois, le pitch, en vérité, bon, c'est pas, il n'est pas fou parce que voilà, ce sont deux couples. Enfin, c'est un mari qui est trompé par sa femme et sa femme a passé la nuit de la veille avec son amant qui lui-même vit avec une autre femme, et chaque couple adultère va dire à sa moitié légitime qu'il a passé la nuit de la veille, non pas avec sa maîtresse ou son amant, mais avec les Chestnuts, qui sont un couple plutôt ennuyeux, en se disant c'est évidemment l'excuse béton, sauf que le mari et la femme trompée ont l'idée d'inviter les Chestnuts à dîner deux soirs différents pour pouvoir débriefer de la soirée qui n'ont en vérité pas passé ensemble. D'accord. Donc bon, en soi, voilà, c'est encore une fois, on est dans le vaudeville, il y a aussi un petit peu du Feydeau, je trouve. Oui, absolument. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont des personnages qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui sont pris par les événements et qui doivent faire avec, voilà, dans une spirale, et ce qui donne cette énergie à la pièce. Mais justement, moi, je me demandais ce que je disais à David. Je ne sais pas comment ils font pour répéter cette scène, parce que j'imagine que chaque jour, en fait, il doit y avoir des petits éléments nouveaux, parce que forcément, il y a un petit peu d'impro, non, dans cette succession, dans cette cascade d'événements. Alors, il n'y a pas du tout d'impro. C'est ça qui est... mais tant mieux si vous avez ressenti ça, c'est que ça veut dire que on a l'impression de vivre quelque chose d'un peu libéré, alors que non, c'est extrêmement technique, et ça l'est d'autant plus que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a notamment des scènes qui se passent à deux endroits différents, chez chaque couple, donc dans deux appartements différents, mais qui sont joués en même temps et on passe de l'un à l'autre. Et pour les comédiens, c'est assez compliqué parce que ça veut dire que parfois on ne donne pas les répliques à son partenaire ou à sa partenaire, mais il faut coller à la réplique qu'on entend en off, entre guillemets, qui se joue à côté, mais sur la même scène. Dit comme ça, c'est un peu peut-être compliqué, mais en tous les cas, à vivre pour le spectateur, c'est aussi une expérience assez inédite, parce que il voit aussi comme deux pièces de théâtre qui se jouent en parallèle, mais qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Ah, ça donne très très envie. Alors Catherine, en sortant, m'a appelé en me disant mais tu peux pas imaginer, il y a une énergie sur scène complètement dingue. Vous arrivez tous les soirs à avoir cette énergie, cette niaque? Vous avez jamais de coup de mou? Franchement, d'autant que le samedi on joue deux fois, donc c'est assez... Oui, non, parce que d'abord les rires nous emportent et qu'on fait ça pour ça, et c'est merveilleux à chaque moment qui sont prévus de voir comment ça fonctionne. Alors il y a des fois ça va très au-delà, parfois ça va un peu en dessous, parfois les gens sont plus pris par l'histoire donc ils écoutent, mais ils sont complètement emmenés par aussi ces histoires de ces personnages et ces parcours un petit peu, comment dire, ces injonctions un peu contradictoires qu'ils subissent tous. Mais oui, le rythme, on l'a, parce que moi, c'est ce que je préfère, c'est aussi le théâtre, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport immédiat avec le public qui fait que on peut à aucun moment, même une demi-seconde, de baisser les bras, baisser la garde, ou enfin voilà, il faut à chaque fois jouer la pièce comme si c'était la première fois, comme si on avait... pas comme si on avait envie. En fait, on a toujours envie, mais c'est ce qui est génial dans le théâtre, c'est de renouveler cette envie chaque soir, différemment, et pour des raisons parfois différentes. Est-ce que c'est justement l'exercice dans lequel vous vous sentez le plus en accord avec vous-même, le théâtre? Oui, parce que
si vous voulez, quand on tourne dans une fiction, que ce soit pour la télé ou le cinéma, on rate une scène, on dit désolé, j'ai bafouillé, on la refait, ou même parfois on vous coupe parce qu'il y avait un problème de lumière, ou parfois vous avez donné un super truc et puis c'est pas gardé au montage, donc ça peut être un peu frustrant. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Alors qu'au théâtre, vous savez qu'à partir du moment où vous parlez sur scène, vous composez ce moment-là qui peut durer juste 3 secondes, le temps d'une réplique, vous donnez tout ça au public et que vous partagez avec les autres partenaires, mais c'est cette espèce de montage en live que on propose au spectateur de faire lui-même. Finalement, on lui donne un plan large, mais chacun s'approprie ses répliques et en fonction de la manière dont on les livre, chaque spectateur va faire son propre montage. Et ça, je trouve que c'est merveilleux parce qu'il y a une infinie de il y a un nombre infini de versions possibles entre ce que vous proposez, entre ce que le spectateur voit, entre le moment où vous le jouez, entre le moment où même on peut être placé dans la salle. Il y a cette multiplicité que je trouve assez géniale et vertigineuse en fait, dans le théâtre. Oui, donc ces variations sur un même thème. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué, Jonathan, c'est que sur l'affiche de L'amour chez les autres, il y a marqué R-Jonathan Lambert. Alors, pourquoi ce R qui est apparu depuis quelque temps ? Parce que mon véritable prénom c'est Rodolphe Jonathan, qui est un prénom composé qui est un peu compliqué, et c'est mon père qui voulait que je m'appelle Rodolphe, ma mère Jonathan, et comme mon père est parti, comme il s'appelait lui aussi Rodolphe, comme quand on dit le roi est mort, vive le roi, c'était une façon de perpétuer ce Rodolphe. Donc c'est une petite, pas un caprice, mais c'est plutôt un clin d'œil que je fais à mon père depuis qu'il est parti, donc il y a à peu près 5 ans. Et c'est assez amusant parce que ça a coïncidé. À l'époque, je jouais déjà à Édouard VII d'ailleurs, et on avait repris la pièce Le Prénom. Donc vous voyez qu'il y a quand même une sorte de hasard au moment où j'ai, entre guillemets, changé de prénom. Je jouais la pièce Le Prénom, dont c'est le sujet d'ailleurs. Donc depuis, mais même sur les crédits au générique, il y a marqué R. Jonathan Lambert. D'accord. Et alors moi, je vous ai vu justement dans Rodolphe, dans ce seul en scène. Est-ce que vous avez envie de revenir à ce type de spectacle après L'amour chez les autres ? D'ailleurs, je vais le reprendre à partir de la rentrée à Paris. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est de passer d'un seul en scène au théâtre parce que ce sont quand même des exercices qui sont différents. Et le seul en scène porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on a cette liberté, on peut décider de tout, mais quand ça fonctionne, on partage un peu moins les choses. Et quand on fait un bide, parce que ça arrive, on garde tout pour soi aussi. C'est assez douloureux. Alors que cette aventure collective, ça permet de partager les bons et les moments un peu moins bons. Donc, mais j'aime bien passer de l'un à l'autre parce que d'autant qu'on apprend beaucoup du théâtre. Ça sert beaucoup aussi à la façon d'habiter la scène quand on fait du seul en scène. Et le seul en scène aussi permet d'incorporer beaucoup de choses dans la façon d'apporter de la comédie dans certaines situations écrites du théâtre. Alors, Jonathan, on vous connaît, on va dire un peu speed dans vos personnages à la télé, dans certaines de vos, certains des téléfilms, dans plein de choses que vous faites, il y a un côté speed. Et alors, on m'a dit que vous aviez une passion pour le ménage. Que quand vous aviez 5 minutes de libre, ça vous calme les nerfs. Est-ce que c'est vrai, cette information ? Et alors, c'est tout à fait vrai. Et c'est assumé. Je suis très, très... Voilà. Ça détend le ménage. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose... Non, mais j'en parle d'ailleurs dans le spectacle, Rodolphe. Il y a tout un moment où je me confie là-dessus et je suis pas le seul parce que j'ai retrouvé une archive sonore de Marlène Dietrich. Donc je me considère pas aussi star, aussi comédienne. On parle quand même d'une personnalité culte du cinéma. Et j'ai retrouvé cette archive qui est extraordinaire où elle explique qu'elle a elle aussi une passion pour le ménage. Et sa théorie est géniale, c'est qu'elle dit quand on tourne dans un film, il faut parfois attendre 6 mois, 9 mois, 1 an pour voir le résultat. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'on a gardé. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Mais dans le ménage, il y a ce qu'elle appelle la satisfaction immédiate. Vous passez l'aspirateur, la poussière qui vous énervait dans le coin de l'œil, vous n'arriviez pas à vous concentrer,
elle a disparu. Vous faites la vaisselle, ça a disparu. Et il y a cette satisfaction. Alors, j'ai l'air d'un malade en reprendre ça. Mais Non, pas du tout, on partage cette passion, ne vous Mais inquiétez je pas. pense que beaucoup de gens, en vérité, se cachent. Voilà. Et je trouve, il y a cet ordre d'immédiateté, de satisfaction qui est assez kiffant, assez appréciable. C'est que tout d'un coup, ce truc qui me gênait, c'est le caillou dans la chaussure, en fait. C'est tout d'un coup, voilà, on se sent mieux, on respire mieux. Donc oui, j'adore faire le ménage. Je trouve que voilà, ça permet de se vider la tête, passer l'aspirateur. Voilà, de se faire les recentrer, c'est Exactement. une manière comme une autre. Il y en a, c'est le yoga. Moi, c'est le repassage. Bon, en tout cas, moi, ménage et repassage. Ménage et repassage. Alors là, Bien sûr. Mais je suis une vraie ménagère. Hein. je vais Après, l'inviter à la maison. Alors. Après, non, voilà, je ne mets pas vos chemises, hein, mais pour ce qui est de, voilà, dès que ça me concerne moi, ça me fait très plaisir de m'occuper de ma maison et de mes carreaux. Et vous amie donné les cols de chemise en un mot Jamais. ou pas? Jamais. Ah non, puis alors je suis très à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'argenterie, je la fais avec du dentifrice. Ça, vous connaissiez peut-être pas. Et un peu de cendre de cigarette. Des produits un peu chimiques, tout ça. Oui, la cendre de avec cigarette. du dentifrice. Et de la cendre de cigarette, Catherine. Alors, je m'adresse aux auditeurs et auditrices. Si vous ne connaissiez pas, moi, on m'a dit ça. Je me suis dit non, j'étais un peu comme tout le monde. Ah non, le dentifrice, je savais pas. Des produits un peu toxiques, qui abîment les mains, tout ça. Là, vous n'avez même pas besoin de gants. Vous badigeonnez, prenez un chiffon, vous l'humidifiez un peu, vous le badigeonnez dentifrice. Vous passez du dentifrice, la pâte que vous étalez, vous laissez agir une demi-heure. Vous rincez à l'eau claire avec un petit chiffon. Mais alors là, ça brille de mille feux. Comment retrouver son argenterie? Merci beaucoup, Jonathan Lambert. Catherine, la pièce de théâtre, c'est où? C'est au théâtre Édouard VII et c'est jusqu'au 19 mai? Non, c'est jusqu'au 12. Jusqu'au 12, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je vais venir vous voir. Merci. Non, vraiment, 1h45 de rire. Merci Jonathan, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve avec Catherine la semaine prochaine, c'est ça? On se retrouve à 7h49 dans la matinale avec Jean-Marie Bordry, bien évidemment. Et évidemment, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Et ensuite, entre 12h et 13h avec... plein de rendez-vous, comme d'habitude. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.